Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes MAP, Migration vers la paix en Asie. Les demandeurs d'asile en Corée rencontrent chaque jour des difficultés dues aux barrières de la langue et au manque d'informations. Les projets Peaceboard de MAP visent à aider les demandeurs d'asile à surmonter ces difficultés et à poursuivre leur vie quotidienne en toute sécurité. En couvrant 10 sujets cruciaux, à savoir la demande de statut de réfugié, les bureaux de l'immigration, la santé, l'éducation et le travail. Cette série est sous-titrée en anglais, en français et en arabe, en russe. Clause de nos responsabilités. Le contenu n'est pas un avis juridique. Si vous avez des questions, veuillez contacter la MAP. La santé interfère profondément avec divers aspects de la vie, influençant gravement la qualité générale de la vie quotidienne. L'équilibre entre l'adaptation au nouveau environnement en Corée et la demande des procédures de détermination du statut de réfugié peut vous exposer à un stress physique, mental et psychosocial. Cela peut facilement mettre en péril la santé de n'importe qui, sans parler de ceux qui souffrent ou qui souffraient déjà d'une maladie chronique. Dans telle situation, il est crucial de recevoir un soutien médical efficace dès que possible, afin de protéger vos droits à un traitement médical opportun et de vous aider à comprendre le système médical coréen dans son ensemble. Les 2 prochains épisodes seront consacrés à des guides sur les soins de santé destinés à tous les demandeurs d'asile. En vertu de l'article 42 de la loi sur les réfugiés, les décrets présidentiels pertinents obligent le ministère de la Justice à fournir l'assistance médicale suivante aux réfugiés. Premièrement, si cela est jugé nécessaire pour protéger la santé d'un demandeur d'asile, conformément à l'article 42 de la loi, le ministère de la Justice peut faire passer des examens médicaux aux demandeurs d'asile, subventionner le frais d'examen médical, etc. du demandeur d'asile dans les limites du budget. Deuxièmement, le ministère de la Justice s'efforce de fournir aux demandeurs d'asile des informations sur les services médicaux d'urgence prescrits par la loi sur les services médicaux d'urgence et des informations sur les autres services médicaux disponibles pour les demandeurs d'asile. Troisièmement, les responsables d'un ministère ou d'un organisme compétent qui a l'intention de fournir des services médicaux à un demandeur d'asile peut demander aux responsables d'un bureau régional de l'immigration, aux responsables d'un bureau sous-régional ou aux responsables d'une antenne ou succursale de la vérifier l'identité du demandeur d'asile. Dans ces cas, le directeur de l'Office régional de l'immigration, le directeur du bureau sous-régional ou le directeur de l'antenne ou succursale vérifier si la personne est un demandeur d'asile et informe sans délai le ministère ou l'agence qui a demandé cette vérification de résultats. Cependant, la forme d'assistance médicale mentionnée ci-dessus est très insuffisante pour les demandeurs d'asile qui souffrent des maladies chroniques ou aiguës, pouvant nécessiter des examens, des interventions chirurgicales, des traitements ambulatoires et ou de médicaments. Plus fondamentalement, les demandeurs d'asile ne peuvent pas s'inscrire à l'assurance maladie nationale. En outre, il est interdit d'exercer une activité pouvant générer un quelconque profit économique au cours des 6 premiers mois suivant la demande
de statut de réfugié, ce qui exclut immédiatement tous les demandeurs de l'assurance maladie des employés. Même après ces 6 mois, la grande majorité de demandeurs d'asile qui travaillent en tant qu'employés temporaires et ou journaliers ne sont toujours pas protégés. Dans ces conditions, il est crucial que tous les demandeurs d'asile soient pleinement informés du système de santé afin de protéger leurs droits à la santé. MAP a l'honneur de vous présenter certaines de ces informations dont vous pourriez avoir besoin pour accéder à un soutien médical de base. Le processus global de la demande de statut de réfugié à la clôture de la demande peut être divisé en 3 phases différentes. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur la première phase en partageant des informations sur les soins de santé que vous pourriez trouver utiles si vous venez de demander le statut de réfugié. Voici 4 conseils en matière de soins de santé pour tous les nouveaux demandeurs d'asile. Le premier concerne le système de santé coréen. L'un d'entre vous a-t-il déjà eu l'occasion de se rendre dans un hôpital tertiaire pour des symptômes insignifiants et finir par payer un prix élevé pour des traitements minimes? Enfin, d'éviter de telles situations, il est important de comprendre le système coréen de prestation de soins de santé. Les institutions médicales coréennes sont divisées en 2 grandes catégories: les institutions privées et les institutions publiques. Les établissements privés sont ensuite classés en 3 niveaux différents, où chacun peut fournir des soins primaires, secondaires et tertiaires. Les soins primaires sont assurés par des établissements médicaux de niveau clinique, notamment une clinique médicale locale, une clinique dentaire, une clinique de médecine orientale, un centre de soins de santé communautaire. Beaucoup de ces établissements sont locaux, avec un nombre moyen de 30 lits ou moins, et fournissent des services principalement aux patients ambulatoires. Les soins secondaires peuvent être fournis par un hôpital dentaire, un hôpital de médecine orientale, un hôpital pour convalescents et un hôpital psychiatrique qui compte 30 lits ou plus. De même, un hôpital général de 100 lits ou plus et un établissement de soins de santé secondaires. Par rapport aux établissements de soins primaires, les établissements de soins secondaires proposent une plus grande variété d'examens et un traitement plus spécialisé. Ils sont normalement situés dans chaque quartier ou ville. Tout établissement de soins secondaires compte 300 lits au moins et est tenu de fournir des services dans un minimum de 7 spécialités médicales et ceux de plus de 300 lits, un minimum de 9 spécialités médicales. La dernière catégorie est celle des soins tertiaires qui sont dispensés par les hôpitaux généraux tertiaires. Tous les 3 ans, le ministère de la Santé et de la Protection sociale désigne comme hôpitaux tertiaires les hôpitaux généraux qui fournissent des services médicaux hautement spécialisés pour les traitements des maladies graves. Chaque établissement dispose d'au moins 500 lits et offre des services aux patients externes et internes. Ces établissements comptent au moins un spécialiste dans chaque de 20 traitements médicaux ou plus et sont situés dans presque toute la ville. Lors d'une visite dans un établissement de soins de santé tertiaire, il faut savoir que tous les patients doivent présenter une recommandation médicale rédigée par un établissement primaire ou secondaire.
Dans les cas contraires, votre traitement pourrait ne pas être couvert par l'assurance maladie nationale, ce qui entraînerait de frais importants. Une fois que toutes les conditions sont remplies, l'assurance maladie nationale coréenne couvre les traitements dispensés par les 3 niveaux d'établissement de santé. Pour certaines maladies, l'assurance prenne en charge jusqu'à 70% des frais initiaux. N'oubliez pas que le degré de couverture de vos dépenses par l'assurance maladie nationale peut varier en fonction de l'établissement et du traitement. Voici une liste de conseils pour ceux d'entre vous qui cherchent des moyens de recevoir un traitement médical à moindre coût. Tout d'abord, en cas de symptômes anodins ou de maladies occasionnelles, un rhume par exemple, il est plus sage de se rendre dans un établissement de soins primaires où les frais sont minimes. Pour toutes les situations qui nécessitent plus d'une visite à la clinique, le frais de se rendre dans la même clinique plutôt que de se déplacer dans plusieurs d'entre elles permet d'économiser de l'argent. En effet, la première consultation et ou le premier traitement sont généralement plus onéreux que les nouvelles visites. Deuxièmement, vos dépenses peuvent également varier en fonction de la date et de l'heure de votre visite. Toute visite pendant la nuit ou les jours fériés entraîne un supplément de 30%. Et dans les cas de soins et d'opérations d'urgence, un supplément de 50%. Dans la mesure du possible, il est préférable de se rendre dans un établissement de santé entre 9h et 18h en semaine et entre 9h et 13h les samedis, afin d'économiser du temps et de l'argent. Enfin, sache que tout séjour au-delà de minuit entraîne l'ajout d'un jour dans les calculs de la durée de l'hospitalisation. Une hospitalisation entre 12h et 6h et une sortie entre 18h et 12h entraîneront également une majoration de 50% de votre paiement. Les derniers conseils sur la gestion du budget de santé et l'utilisation de l'assistance aux travailleurs étrangers pour les soins de santé. Cette politique d'assistance protège les minorités sociales qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie nationale et les prestations médicales. Tous les demandeurs d'asile, quelle que soit la date d'immigration la plus récente, peuvent recevoir une aide financière par les billets du système susmentionné si la maladie est constatée pour la première fois en Corée. Ces cas comprennent l'hospitalisation et l'opération, mais les traitements ambulatoires en général ne sont pas couverts. Les exceptions concernant les soins prénataux et tout traitement ambulatoire pour les enfants mineurs des demandeurs d'asile sont toutefois toujours couverts par la politique d'assistance. Les visites des patients externes avant et après l'hospitalisation et ou l'opération sont autorisées après l'installation, dans la limite de 3 visites respectivement. La politique d'assistance susmentionnée prend en charge jusqu'à 90% des frais finaux, avec un maximum de 5 millions de won. Vous trouverez à l'écran la liste des institutions qui ont adhéré à cette politique à partir de 2023. Pour plus d'informations sur la politique d'aide aux soins de santé, veuillez vous adresser aux services compétents, souvent les services d'aide sociale de chaque institution candidate. Pour toute autre question, veuillez contacter les MAP.
Comme vous l'avez vu précédemment, un large éventail d'établissements allant du primaire au tertiaire ont adhéré à la politique d'assistance. Sur les 89 établissements qui se sont engagés à travers les pays, 12 sont situés à Séoul, 8 à Incheon et 16 à Gyeonggi-do. Des autres établissements restent se trouvent à Daejeon, 2 à Jeju, 1 à Daegu et 1 à Ulsan. Il y en a 3 à Gwangju, 4 à Chungcheongnam-do et 2 à Chungcheongbuk-do. Jeolla-ukdo en compte 7 et Jeollanam-do 5. Enfin, Gyeongsangbuk-do et Gyeongsangnam-do en compte respectivement 5 et 8. La dernière information que nous souhaiterons partager aujourd'hui concerne les cliniques gratuites. Dans chaque grande ville, on trouve un certain nombre de cliniques gratuites. À Séoul, il existe 4 cliniques gratuites. Il s'agit de Dail Angel Hospital, à Dongdaemun-gu, Songdong, centre universitaire pour les migrants, à Songdong-gu, Association médicale de Séoul, à Yeongdong-po-gu, et Association coréenne de médecins libres, à Chunggu. Veuillez vous munir de votre passeport ou de votre carte d'immatriculation étrangère, carte d'identité, lorsque vous vous rendez dans l'une de ces institutions. En outre, des cliniques gratuites sont situées à Busan. Il s'agit de Solidarité avec les migrants et de Green Doctor à Jingu. Ces institutions n'exigent pas de passeport ou de carte d'identité. Viennent ensuite Gwangju, Ulsan et Daejeon, les centres de santé pour migrants de Gwangju, les centres pour migrants d'Ulsan et les centres de bien-être pour migrants de Daejeon sont situés dans chacune de ces villes. Les 2 premiers, situés à Gwangju et Ulsan, ne requièrent pas de passeport ou de carte d'identité. En revanche, les centres d'aide aux migrants de Daejeon exigent ces documents d'identité. Le prochain est Gyeonggi-do. À Pyeongtaek se trouvent les centres de santé publique d'Anjung et de Songtan, et à Pucheon, les centres de travailleurs migrants. Ces 3 centres n'exigent pas de passeport ou de carte d'identité. À Gwangju-si, dans le Gyeonggi-do, se trouve le Gwangju Center de soutien pour les travailleurs étrangers, et à Gimpo, les centres d'aide aux résidents étrangers de la ville de Gimpo. Tous exigent une pièce d'identité, passeport ou carte d'identité. Les centres de santé publique de Paldal et les centres de santé publique de Wongo sont tous 2 situés à Suwon et Ansan dans les Gyeonggi-do. Tous 2 requièrent une pièce d'identité. Veuillez donc vous munir de votre passeport ou de votre carte d'identité. Les centres de santé publique de Wongo offrent des services en semaine et les jours fériés et proposent une variété de soins de santé aux immigrés. Pour plus d'informations, veuillez consulter leur site web officiel ou leur numéro de téléphone fixe. Enfin, il existe des cliniques gratuites à Gyeongsang-do, dans les Gyeongsangbuk-do. Les centres de travailleurs migrants de Gyeongsan est situé à Gyeongsan, tandis que dans les Gyeongsangnam-do, les centres des immigrants de Gyeongnam se trouvent à Changwon. Veuillez consulter les informations suivantes pour connaître les aires d'ouverture et les services médicaux disponibles. Et contactez chaque établissement demandeur pour obtenir des précisions. Veuillez également vérifier si la clinique gratuite de votre région exige ou non
une pièce d'identité. L'épisode d'aujourd'hui était une brève introduction en 4 conseils et faits différents susceptibles d'aider les nouveaux demandeurs d'asile. Le 7e épisode à venir se concentrera sur les conseils à donner aux demandeurs d'asile qui ont passé 90 jours et 6 mois de plus leur demande de statut de réfugié. Veuillez contacter la MAP pour toute question concernant l'épisode 6. Nous vous remercions pour votre temps et votre attention.